Bonsoir à tous, on est ravis avec Thomas de vous accueillir pour cet atelier sur IFRS 17 et le point de vue des analystes, comment ils vont appréhender finalement toute cette matière. Je suis Baptiste Bréchot, je suis associé au sein du cabinet Deloitte, je suis ravi, j'accompagne beaucoup d'entre vous dans leur projet de transformation. Et avec Thomas, on a eu finalement cette idée de prendre un peu de hauteur. Je te laisse te présenter peut-être Thomas. Oui, bonjour, je suis donc Thomas Fossard, je suis analyste financier chez BC. Donc je travaille sur les marchés et je m'occupe du suivi des compagnies d'assurance cotées en bourse. Voilà, avec pour but de les valoriser et de conseiller les investisseurs en leur disant s'il faut acheter ou pas et quand est-ce qu'il faut vendre. Alors, juste quelques règles du jeu. D'abord, très important, c'est un sujet assez sensible, donc tout ce qui va être exprimé ici, c'est le point de vue de Baptiste et de Thomas, et uniquement de Baptiste et de Thomas, c'est très important. Ensuite, c'est un sujet qui évolue, comme vous le savez, les projets sont en phase d'implémentation dans toutes les sociétés, donc ce qui va être dit aujourd'hui peut être très différent dans 2 semaines, surtout avec la volatilité qu'on connaît sur IFRS 17, mais aussi du sujet, puisque tout n'est pas encore fixé, comme vous le savez. On va fonctionner en 2 temps. Le premier qui va être, on va faire assez court avec Thomas, le plus court possible pour vous laisser la possibilité de poser des questions. Pour ça, vous avez 2 façons de faire. Le QR code qui est ici, où vous allez sur menti.com avec vos portables et avec le code qui va être affiché à chaque fois en haut de chaque page. Comme ça, on gardera un quart d'heure, 20 minutes pour les questions si ça vous va. Alors, on va directement commencer avec cette première question qui est finalement... qu'est-ce qui va différencier un assureur d'autres acteurs? Parce qu'un investisseur, quand il regarde l'Eurostoxx, il a pléthore de choix pour investir. Et pourquoi j'irais plus chez AXA Allianz, que vous avez là, qui représente finalement une petite, entre guillemets, partie de l'Eurostoxx, versus LVMH ou autre. Alors, l'exercice, je vous invite à le faire, c'est d'aller voir un peu les comfits de certains acteurs. On va prendre LVMH et Total Energy, par exemple. Un LVMH, vous allez voir, c'est assez simple. Il y a beaucoup plus d'images que de chiffres déjà. C'est des mannequins et du cognac en règle générale, les images. J'ai pas pu tous les mettre. Et vous avez que 2 KPI, le chiffre d'affaires et le résultat opérationnel. Voilà la Comfi, ça c'est au 31/12/2020. On n'a rien été chercher de plus. Donc quand vous investissez sur un acteur comme LVMH, qui est un des plus gros de l'Eurostoxx, voilà comment il communique. Total, c'est un peu plus sophistiqué déjà. J'ai fait un extract, il y a beaucoup plus d'informations pour le coup chez un Total, on voit que c'est plus compliqué, mais on est beaucoup sur le cash, comment il est alloué. Alors, on ne voit pas, excusez-moi, c'est un peu petit, mais, et je ne peux pas zoomer avec ça, mais croyez-moi, c'est le cash. Vous avez aussi la réduction des coûts, qui est un indicateur important, et puis ils vont jusqu'à se comparer au niveau des coûts de production. On est sur les coûts de production pétrole ici avec les autres acteurs, c'est assez étonnant, c'est des choses qu'on voit assez rarement en assurance, enfin, moi je n'avais jamais vu. Et des KPIs finalement qui tiennent en une page, le résultat ajusté, le cash flow opérationnel, les impairments et le return on equity. Et pareil, ils se comparent aux autres acteurs, donc en plus ils donnent une vision plus large marché. Donc finalement Thomas, quand on regarde ça, mais on nous dit depuis des années que l'assurance c'est une black box. On voit qu'effectivement, quand on va chercher des très gros acteurs, on voit des coms beaucoup plus simples. Pourquoi on investit dans l'assurance? Alors, c'est vrai que ce n'est pas forcément, je dirais, totalement indispensable. Comme tu le disais, on n'est pas obligé d'aller investir dans AXA ou dans Allianz, mais je dirais que même si on prend un petit peu de recul au niveau de l'indice européen, finalement, le poids des financières aujourd'hui, c'est 12%, y compris les banques. Donc, et l'assurance, c'est 4%. Et il y a 7 ans ou il y a 6 ans, la pondération de l'assurance était à 7%. Oui, donc en fait, on a une diminution de la valorisation boursière parce qu'en relatif, il y a d'autres secteurs qui ont beaucoup plus performé, comme la tech par exemple, ou le luxe, parce qu'il y a des rythmes, des tendances de croissance qui sont beaucoup plus importantes et qui donc du coup sont appréciées par les investisseurs. Alors après, effectivement, l'assurance, comme les financières, ça reste un secteur qui est macro. C'est un secteur qu'on appelle value, donc qui n'est pas très cher. Et donc, à un moment donné, ça vaut peut-être quand même le coup d'avoir des expositions sur des secteurs qui peuvent être positivement influencés par l'environnement de taux d'intérêt, si effectivement on a des anticipations de redressement. Et puis, je dirais que c'est un secteur qui, dans le passé,
a beaucoup payé de dividendes et a fait des special dividendes, payé des dividendes exceptionnels et du share buyback. Et je dirais que sur le secteur, il y a un appétit des investisseurs qui est très fort pour ce qu'on appelle le retour de cash. Donc c'est-à-dire qu'on est perçu, ou vous êtes perçu comme des acteurs avec finalement assez peu de croissance, et qui donc du coup sont quand même relativement rentables, et donc les attentes des actionnaires en termes de dividendes sont extraordinairement élevées. Et que donc du coup aujourd'hui dans le marché il y a assez peu d'appétit d'ailleurs pour la croissance, les investisseurs sont très durs avec le secteur, il y a assez peu je dirais de soutien pour de la croissance organique ou externe. Ce que veulent les investisseurs, c'est du dividende, c'est du cash, et les titres réagissent beaucoup sur les annonces de dividendes ou de cash. Et on verra que donc du coup cette notion de cash dans le secteur par rapport à IFRS 17, elle va être encore à mon sens beaucoup plus importante dans les trimestres qui viennent. Alors justement, demain, quelle volatilité et quel impact ? Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une volatilité, beaucoup de l'actif, essentiellement, qui est beaucoup compensée aussi par tout le monde du shadow accounting sur la partie épargne. Demain, c'est vrai qu'on a l'actif en valeur de marché, mais aussi le passif, avec, comme vous le savez, ce profit attendu, cette CSM qui va beaucoup varier. En même temps, la volatilité, elle est déjà beaucoup expliquée quand on regarde les communications financières. Il y a souvent le résultat opérationnel et puis des éléments de volatilité qui font l'objet d'explications et qui vont toucher le résultat net in fine. Alors finalement, quand on atteint son objectif de résultat opérationnel, qui est le KPI partagé peut-être par tous les assureurs ou quasiment tous, pourquoi s'inquiéter de la volatilité du résultat net, sachant qu'on atteint l'objectif de résultat opérationnel et comme tu le disais, qu'on va distribuer un dividende qui lui ne bouge pas ou croît. Alors, quand on regarde un titre, la valorisation, elle dépend en fait finalement d'un multiple et puis finalement d'un résultat. Et là, on ne va pas discuter du niveau de multiple appliqué en termes de valorisation, mais on va regarder un petit peu quelle est la dynamique de résultat. Donc là, j'ai pris deux exemples qui sont un petit peu différents. Donc là, j'ai cherché quand même des exemples qui sont assez parlants parce que c'est pas toujours le cas. Mais là, ce qu'on voit, c'est par exemple, vous avez le cours de Hitchcock's. Qui a eu des problèmes avec le Covid, qui a beaucoup irrité. Mais ce qu'on voit, c'est que finalement, l'évolution du cours en blanc, elle est quand même très très liée à la révision à la baisse des résultats, et que donc du coup, pour l'instant, on n'a pas encore touché le fond, et que pour l'instant, on voit que le titre n'est pas encore reparti à la hausse. Là, ce qu'on voit, et je dirais que c'est un petit peu différent, c'est avec AXA. Donc là, on voit qu'il y a eu un changement complet. Donc du coup, par exemple, avec donc le Covid, là, on a eu des révisions de résultats qui ont été très très importantes, le titre qui chute, et donc à partir du moment où on commence à avoir, je dirais, une révision à la hausse des résultats, donc en rouge, vert et bleu, on voit que finalement le titre commence à repartir à la hausse. Donc ce que je veux dire par là, c'est que même si les résultats opérationnels se tiennent, ce qui reste dans le marché, c'est quand même le résultat net, c'est quand même ce qu'on appelle l'earnings per share, et que donc du coup le titre ou les titres vont quand même être très sensibles à la révision, à la hausse ou à la baisse des résultats, et quand même des résultats nets. Alors un autre sujet, c'est la comparabilité, parce qu'on a fait tout ça pour être plus comparable. Alors c'est vrai qu'on entend très souvent, oui, mais dans IFRS 17, finalement, on a la main, d'ailleurs beaucoup plus que dans Solvabilité 2. Il y a des options, que ce soit sur la façon d'appréhender ses portefeuilles, la transition, l'OCI pour les variations en capitaux propres ou en résultats, c'est un choix. Et puis le PA également, comme vous savez, pour les produits de court terme. Et puis des façons de calculer le risk adjustment différents, le taux d'actu différent, enfin on a l'impression que tout est différent. Quand on prend un peu de recul, c'est beaucoup plus différent aujourd'hui. IFRS 4, se comparer à du UK GAAP ou du German GAAP, c'est un autre univers encore. Et quand on avait, selon moi en tout cas, quand on avait apprécié les capitaux propres et le résultat demain, on sera beaucoup plus comparable qu'aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si finalement la comparabilité aussi c'est quelque chose d'aussi important, puisque comment on compare le LVMH qu'on a vu aussi avec Total Energy ou Total Energy avec Shell, j'imagine que c'est aussi un exercice assez complexe.
Je dirais que la comparabilité au sein du secteur, c'est un peu le Graal. C'est-à-dire que c'est un peu ce qu'on nous avait vendu aussi avec Solva 2. C'est qu'on nous avait dit, vous allez voir, avec Solva 2, tout va être comparable, vous allez pouvoir regarder les bilans sur les mêmes bases. En fait, ce dont on s'aperçoit, c'est que compte tenu des modèles internes, chacun a bâti son modèle, en tout cas pour les grosses sociétés qui sont cotées. Il y a beaucoup d'options et que donc du coup, finalement, chacun a adapté son modèle à son business model, ce qui est très bien, ce qui est probablement très économique. Mais finalement, la comparabilité, elle n'est plus vraiment là. Et donc finalement, il y a des acteurs qui vivent très bien avec 150% de marge de solvabilité 2 et d'autres qui doivent avoir 200 ou 210. C'est à 150, on n'est pas moins bien capitalisé, c'est juste qu'on a un business model qui est différent. Je dirais qu'avec IFRS 17, ce qu'on nous vend, et je dirais que c'était un peu le point de départ de tout ça, c'est de dire ah oui mais aujourd'hui il n'y a pas de comparabilité et vous allez voir avec IFRS 17 ça va permettre de comparer beaucoup plus au sein d'une zone et puis même je dirais globalement, donc c'est une avancée considérable. Là aussi, je dirais que moi j'ai beaucoup de doutes et en discutant avec Baptiste, ce que je comprends, c'est qu'il y a quand même là aussi un champ optionnel qui va être ouvert, qui va être très important, et que finalement on risque d'avoir des IFRS 17 qui vont être quand même relativement bien faits sur mesure pour chaque société, pour chaque business, et que donc du coup nous la difficulté qu'on va avoir au-delà de s'approprier la nouvelle norme comptable, ça va être de réellement comprendre quelles sont les options ou quels sont quelque part les points de départ qui ont été, ou les options qui ont été retenues par les sociétés pour finalement faire entrer le business model dans un contexte IFRS 17 et qui leur est forcément le plus favorable, parce qu'on n'est pas dupe, on sait bien qu'en parallèle ce qui se passe en ce moment, et c'est pour ça qu'on n'a pas encore de chiffres ni de résultats, et que nous on est très en attente et que les sociétés n'arrivent pas encore à nous expliquer ou à nous donner des chiffres, c'est que derrière il y a les modèles qui tournent, il y a des tests, et puis on regarde probablement des jeux d'options pour regarder finalement quel est je dirais le scénario le plus favorable quand on va présenter à l'ouverture le bilan et puis quand on va commencer à dérouler les résultats et l'amortissement de la CSM sur les 5 ou 10 prochaines années. Donc effectivement, il va y avoir quand même cette phase de transition qui est extrêmement importante et sur lequel finalement on sait bien que tout le monde va essayer de faire un peu d'optimisation. Bon, vous aurez le temps de réagir, hein. C'est pour ça qu'on va accélérer, ne vous inquiétez pas. Finalement, alors quel indicateur avec IFRS 17 vous avez déjà plusieurs acteurs qui ont commencé à communiquer, pas récemment, hein, quand on prend Talanx et Hannover, il y a plus de 2 ans. Quand on regardait, vous ne voyez pas, mais je vais vous le dire, finalement, ils expliquaient, en gros, ça ne change pas grand-chose quand on regarde les indicateurs. Il y a toujours le RE, il y a toujours le combine ratio. Il va y avoir des sujets sur l'equity, et puis la question qui était dans le RE, le equity, est-ce qu'on prend la CSM ou pas, ou dans le combine, des sujets d'actualisation ou autre. Bon. Plus récemment, et peut-être plus intéressant, HSBC, qui a publié il y a quelques jours donc, les effets pas quantitatif, mais en tout cas schématique d'un IFRS 17 et qui a expliqué en particulier que le profit reconnu au début de période va s'étaler dans le temps et que également la volatilité va, au lieu d'être en résultat immédiatement, être lissée via le bilan. Et puis on a eu Lloyds aussi, c'est Thomas qui me disait ça, qui raconte un petit peu la même histoire qu'HSBC, mais qui aussi insiste sur la façon dont le résultat évolue entre IFRS 4 et IFRS 17 et peut évoluer avec différentes hypothèses et entre autres un impact, une nette réduction du shareholders equity à la transition. Donc ça c'est le message tout en bas, il faut le voir, mais c'est le plus important quand on regarde. Alors, il y a déjà de l'information là, comment l'analyste perçoit ça ? Alors, il y a de l'information et en même temps, il y a peu d'informations. Parce que finalement, si vous regardez, là, on est sur des éléments qui sont très high level, donc on est plus dans la description de la norme et on commence
à indiquer quels peuvent être les impacts. Je pense que ce qui est intéressant de signaler, c'est que dans la communication d'HSBC, ils font quand même passer le message que les résultats de l'assurance, chez eux, vont diminuer de 2/3. Bon, donc là, il y a un sujet, parce que forcément, alors évidemment, les résultats d'assurance chez HSBC, c'est 10% des résultats du groupe. Bon, mais on voit bien qu'il y a quand même là, je dirais d'un point de vue communication financière, une première étape qui est faite pour commencer à préparer le marché et les investisseurs au fait que la contribution de l'assurance dans les années qui viennent, elle va être significativement différente de ce qu'elle a été dans le passé. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que là, on a une communication sur des activités d'assurance faites par un banquier, alors qu'on n'a pour l'instant aucune communication faite par les assureurs anglais. Et ce qui a tout de suite été le cas, c'est qu'on a des gérants d'actifs, donc des clients avec qui on parle, qui ont immédiatement essayé de comprendre quel était ce qu'on appelle le read across. Donc comment on peut appliquer ou en tout cas comprendre ce qu'on peut comprendre des résultats ou de la communication d'HSBC sur les résultats d'assurance, sur les résultats d'Aviva, de Legal, de Phoenix. Et là, ça a immédiatement cogité pour commencer à faire des calculs de coin de table, des règles de 3, en disant alors si c'est 2/3 chez HSBC, est-ce que ça peut être 30% chez l'un ou 40% chez l'autre? Voilà. Alors c'est vrai que les banquiers utilisaient des méthodes, je dirais, très très agressives en termes de comptabilisation, avec beaucoup de reconnaissance upfront des marges, et donc du coup effectivement, comme on va lisser la reconnaissance des marges à l'avenir, forcément il y a un écart assez différent. Je pense qu'on ne sera pas, ou j'espère qu'on ne sera pas dans ces écarts aussi importants avec les compagnies d'assurance cotées en Europe. Et un des acteurs parle aussi dans les gros impacts, en plus de l'OCI qui va venir du passif, des onéreux. Les contrats onéreux, qui est une nouveauté. Une question toute simple, ces contrats onéreux, ils peuvent être totalement générés par la norme. C'est-à-dire qu'il y a une façon de calculer la profitabilité imposée par la norme et qui n'a pas de réalité forcément économique ou pas directe. Et en tout cas, on pourrait tout à fait prouver qu'on a des contrats profitables et qui apparaissent dits comme onéreux. Comment on réagit par rapport à ça ? Je dirais que nous, quand on a commencé à nous dire ça va être génial parce que vous allez avoir enfin la transparence sur la rentabilité des différents produits, vous aviez New Business, mais maintenant on va vous dire réellement quels sont les produits qu'on a vendus dans le passé, qui ne sont pas rentables et qui n'ont aucune possibilité de devenir rentables. Alors tiens, ça c'est nouveau, on ne le voyait pas avant, ça va être intéressant. Bon. Mais finalement là aussi, ce qu'on comprend, et d'ailleurs je ne sais pas si finalement on aura une communication sur des contrats onéreux. Parce que ce que je comprends, c'est qu'en fonction de la granularité, en fonction des options qu'on va retenir, en fonction de se dire, oui, finalement, ponctuellement c'est onéreux, mais ça peut devenir rentable, finalement, est-ce qu'on va avoir une communication sur les contrats onéreux ? Je doute très fort. Donc on verra. Je demande à voir. Si c'est le cas, ça sera intéressant. Alors, finalement, est-ce qu'on ne risque pas de revenir au cash ? Parce qu'effectivement, tout ça est compliqué. Quand on compare un LVMH ou un Total, c'est quelque chose qui revient. C'est vraiment le cash sur la période. Avec aujourd'hui beaucoup d'indicateurs de cash qui existent déjà. On a pris Prudential, CNP sur l'operating free cash flow, AXA qui est aussi sur une notion assez similaire mais sur base expected pour une partie du business, ou un Allianz qui tire sa variation de fonds propres S2 et qui tire de là la génération de cash sur la période opérationnelle. Donc le cash finalement, on en parle tout le temps, mais c'est quoi et qu'est-ce que vous attendez comme information sur le cash ? Qu'est-ce qui vous parle, sachant qu'on voit qu'il y a quand même une diversité ? Alors, je reviens donc à ce que je vous indiquais au préalable. Donc, effectivement, il y a différents paramètres d'appréciation de la valorisation d'un dossier et finalement de la pertinence de l'investissement. Mais ce qu'on voit, c'est que sur très longue période, les dossiers qui performent bien ou qui marchent bien, c'est quand même ceux qui ont un track record extrêmement important et une régularité importante en termes de distribution de dividendes. Et encore une fois, il faut toujours se souvenir que la finalité des investisseurs, in fine, quel que soit le secteur, c'est de récupérer du cash, c'est d'avoir des dividendes. Et que donc du coup, cette notion de cash, elle est assez récente pour le secteur. Parce que moi, quand j'ai commencé,
Alors moi, tous les CFO de l'industrie me disaient non, mais on n'a pas de problème de cash, on a plein de cash à l'actif. Donc et la notion de cash opérationnel, de génération de cash, c'était pas une notion qui était très très bien appréhendée par l'industrie. Là-dessus, ça a beaucoup progressé. Ça a progressé à l'occasion de la crise des subprimes, où finalement le marché était complètement perdu. Les investisseurs étaient complètement perdus et c'est les Anglais qui commençaient je dirais, à communiquer aux investisseurs sur des paramètres de cash parce qu'il fallait reconnecter avec les investisseurs généralistes et que finalement, un free cash flow yield, ce qu'on appelle un free cash flow yield, on peut comparer entre de la pharmacie, des utilities et le secteur assurance à partir du moment où on a cette notion de cash. Alors, vous voyez, évidemment, là, le cash, là encore, l'industrie n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une notion homogène de ce qu'on appelle le cash. Donc chacun il va avec son petit indicateur. C'est pas génial pour la comparaison, mais finalement quelque part ça nous suffit parce que ce qui est important pour nous, c'est de comprendre comment le top management voit sa génération de cash et à partir de là, comment avec cette génération de cash il va définir sa politique de dividende. Et là où c'est très très important à mon avis, c'est qu'avec IFRS 17, on va perdre énormément de repères. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va avoir des résultats sur lesquels on ne va plus avoir du tout de base historique, avec des indicateurs qui vont probablement beaucoup changer, avec des résultats qui vont être beaucoup plus volatiles qu'avant, et le marché a horreur de la volatilité. Et que donc du coup, forcément, ça devrait conduire à une augmentation de la prime de risque, le temps qu'on s'appréhende les IFRS 17. Et pour Solva 2, ça a mis 3 ans. Bon. Donc effectivement, si on a 3 ans de vache maigre sur le secteur et que les investisseurs disent moi, ça représente 10% de l'indice avec les banques, 4% pour l'assurance, je peux très bien faire l'impasse de ce secteur-là pendant 4 ans, ça ne me coûtera pas tellement en termes de perf, je ferai quand même mes investissements sur 96% de la cote, et que donc du coup, on peut avoir ce problème d'appréhension. Et pour justement faire le pont avec ce problème d'implémentation et de volatilité au départ des résultats et finalement de manque d'appropriation de la norme, parce qu'il y a un gap de knowledge, de connaissances qui est très très important dans le marché, et bien finalement on va peut-être se rapprocher de ce qui va rester, c'est-à-dire la notion de cash. Et ce qui va différencier les acteurs, c'est ceux qui, à mon avis, ont déjà communiqué intensément sur cette métrique-là, qui va perdurer à l'avenir et sur lequel il y aura des communications sur la politique de dividende qui sera extrêmement claire et extrêmement précise. Et donc du coup, je pense qu'effectivement, là, il va falloir être béton sur les politiques de distribution de cash dans un environnement IFRS 17. Mais a priori, il n'y a pas de problème, puisque de toute façon, ça ne change rien à la génération de cash, ni au produit. Donc, a priori, il n'y a pas de souci. Alors, IFRS, c'est une chose. Les acteurs travaillent sur du multi-gap, comme on dit, avec les provisions techniques en normes françaises, le capital côté S2, et puis après, effectivement, pour les comptes consolidés, les normes IFRS. Des éléments ressemblants, en particulier sur les passifs, que ce soit pour le capital ou pour les IFRS, pas tout à fait identiques non plus. Mais finalement, est-ce que c'est gênant que ça soit différent ? Pourquoi on réconcilierait le shareholders equity du 17, de l'IFRS avec les own funds S2 ? Quel est l'intérêt, sachant que c'est deux informations qui peuvent vivre leur vie séparément ? Alors oui, mais alors je suis tout à fait d'accord avec toi. Et de toute façon, on sait que ça ne sera pas réconciliable. Le problème, c'est toujours pareil, la communication au niveau de l'assurance, qui est déjà complexe, opaque. Et finalement, quelque part maintenant, on va avoir aussi une multitude de sources de communication. Donc on va communiquer sur des paramètres S2, on va communiquer sur des paramètres IFRS 17, on va communiquer aussi probablement sur des paramètres extra-comptables ou plus économiques. Et je dirais que c'est ces ensembles de communication qui fait que malheureusement, les non-spécialistes peuvent avoir un petit peu d'appréhension à se dire moi je ne comprends pas et donc du coup j'investis pas. C'est assez simple, mais c'est comme ça quand même beaucoup que ça fonctionne. Donc on sait qu'il n'y aura pas de réconciliation et la juxtaposition des indicateurs peut conduire à cette appréhension importante sur le secteur. Donc on retrouve ce risque au départ d'une augmentation de la prime de risque
et d'une nouvelle appréhension du secteur au lancement d'IFRS 17. Alors justement Thomas, pour conclure, et en guise de conclusion, pareil c'est un peu petit, désolé, mais on a essayé de remettre quelques indicateurs un peu classiques et puis indicateurs à venir dans le monde IFRS, en particulier l'évolution de la CSM sur la période. On sait qu'on n'y coupera pas, on a eu la MCEV, on aura sûrement cette analyse de variation. Des sensibilités très importantes pour essayer de créer un consensus s'il existe. Le RE, on en aura parlé, ou le ratio combiné, etc., le cash flow. La VNB, est-ce qu'elle sortira de cette CSM, avec y compris une information sur les onéreux ou pas? Donc, qu'est-ce qui va être attendu des analystes du marché à la transition et post-transition, après cette overview qu'on a eue? Alors là, c'est la grosse question, parce que moi, ça fait plusieurs années que j'interviens dans ce type de table ronde, et la question est toujours la même, c'est de dire qu'est-ce que vous attendez de nous? Et en fait, chaque année passe, on pose les questions, on dit quand est-ce que vous nous communiquez les premiers indicateurs sur Solva 2? Et on nous dit ah bah pour l'instant il n'y a rien, et on vous donnera tout quelques mois avant. Et donc là, il y a un sujet d'appropriation de la norme qui est colossal, parce que vous êtes dedans depuis des années et des années, donc vous avez eu le temps d'appréhender les choses. Nous, on s'adresse à des généralistes qui connaissent rien, et qui, pour certains, ne savent même pas qu'on va changer de norme comptable au 1er janvier 2022. Donc c'est pour vous dire à quel point on est sur des mondes qui sont très 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 éloignés actuellement. Or, pour l'instant, on n'a aucune communication de la part des sociétés. C'est le néant total. Bon. D'ailleurs, il y a un directeur financier d'un grand groupe d'assurance français qui me disait récemment, en plaisantant, s'il y a bien une chose sur laquelle l'industrie s'est mise d'accord, c'est pour absolument rien donner au marché avant le deuxième semestre 2022. Bon. Et je pense qu'on est vraiment dans ce scénario-là. Donc on va avoir à un moment donné un rush de communication probablement à partir de septembre 22, où là toutes les sociétés vont arriver une à une avec leur séminaire de 3 heures en disant on va vous expliquer ce qui se passe pour nous, ce qu'on a décidé. Et voilà, donc ça va être très très dense, et on risque d'avoir ce goulot d'étranglement où en termes d'absorption de cette matière qui est forcément aride, forcément ça va coincer. Et que donc du coup il y aura un tri, et encore une fois je pense que ça va être... bon, après il va y avoir une courbe d'apprentissage, voilà, bon, ça va aller mieux, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu cette appréhension. Je dirais que d'un point de vue, encore une fois, très high level, on dit ah non mais c'est très simple. C'est de l'IVI, ou ça ressemble à l'IVI. Mais ça on a eu dans le passé. Mais bon, donc c'est effectivement, à partir de là, on dit bah oui, on comprend bien le concept, on déroule, on actualise, on reconnaît, bon, et on amortit. Bon, maintenant, une fois qu'on a dit ça, je dirais que dans la réalité, pour analyser les mouvements d'une année à l'autre, c'est là où ça va être, à mon avis, beaucoup plus difficile, surtout qu'on va avoir la volatilité des marchés, sur lequel on ne sait pas trop comment ça va pouvoir être, je dirais, réduite ou extourner des résultats, et là je pense qu'on aura peut-être quand même du mal à comprendre tous les tenants et aboutissants de l'évolution d'un résultat d'une année à l'autre. Donc encore une fois, moi je suis prêt à dire que et à accepter que ça ne devrait pas être compliqué dans les faits, que tout ça est très simple, mais dans la réalité, dans l'application, je demande à voir. Et voilà, s'il faut, nous, faire des partenariats avec des cabinets d'actuariat conseil pour, à chaque résultat, pouvoir analyser les comptes qui nous sont présentés, ça ne va pas être possible là non plus, puisqu'en fait, les marchés sont très rapides sur la digestion de l'information, et il faut que ça soit immédiatement comestible, digestible, et que donc du coup... voilà, les investisseurs sont très rapides. Et là, ce qu'on risque d'avoir, c'est ce problème de dire on a une masse d'informations qu'on ne comprend pas ou qu'on comprend peu. Donc peut-être que certains vont s'en servir en disant il y a une asymétrie d'informations qui va être colossale entre ceux qui connaissent et ceux qui ne connaissent pas. Et que peut-être que donc du coup ça va être un terrain pour certains pour investir et pour prendre des positions dans
le marché. Mais on va avoir fait quand même ce goulot d'étranglement qui va être quand même, à mon avis, intéressant et compliqué à gérer au départ. On a tenu. Donc l'idée, c'est de vous laisser surtout la parole si vous avez des questions. J'ai une petite question un peu philosophique. En fait, les bases de la valorisation financière, c'est que la valeur d'une action, c'est plutôt la valeur actualisée des dividendes futurs. Et aujourd'hui, en fait, vous avez IFRS 17, vous avez S2, vous avez MCEV, vous pouvez calculer une valeur théorique de l'action. Est-ce que les analystes financiers tiennent compte, en fait, dans leur appréciation de la valeur du cours d'action, en la comparant avec la valeur théorique que vous pouvez certainement calculer pour voir s'il y a des opportunités d'arbitrage par rapport à investir sur tel titre par rapport à d'autres? Alors c'est ce qu'on essaie de faire, mais effectivement, et c'est pour ça que je pense que vous avez tout à fait raison, sur l'approche, in fine, on revient à la notion de cash. Et c'est pour ça que c'est aussi important, mais c'est là aussi qu'il faut bien se rendre compte, c'est que c'est une notion qui est quand même très très récente, encore pour le secteur en termes de communication. Bon. Donc du coup, et c'est peut-être sur cette notion-là, effectivement, qu'on va tous se reporter, parce qu'on va se dire, finalement, s'il y a bien une notion dans l'environnement nouveau IFRS 17 qui ne change pas, c'est finalement le cash. Et c'est pour ça que je vous disais que ce qui va être super important au départ, ça va être de voir quelles sont les sociétés qui ont la crédibilité sur la politique de distribution, qui ont eu le track record, et qui sont capables d'articuler une politique crédible en termes de distribution. Mais je dirais que ça va au-delà du dividende. Je dirais que là, c'est là où ça va peut-être s'articuler aussi avec Solva 2. C'est-à-dire que maintenant, on combine beaucoup la notion, je dirais, de Solva 2, de génération de cash, pour bien comprendre finalement quelle est la partie disponible et distribuable aux investisseurs. Parce que tout n'est pas liquide dans la marge de solvabilité. Et que donc, du coup, il faut bien différencier les notions cash et non cash. Et c'est ça, finalement, que nous, on essaye de comprendre. Voilà. Donc effectivement, on aurait une communication sur les comptes sociaux qui sont très proches du cash, avec des cash flows et de la Solva 2. À la rigueur, ça nous suffirait. Mais on va avoir IFRS 17 qui va s'intercaler dans le schéma, et il y a des indicateurs qui seront communiqués. C'est quand même les résultats de la société, et donc je dirais que ça reste quelque chose qu'il faut analyser, qu'il faut regarder, voilà, il faut comprendre les tendances. Et aussi un point important que vous mentionniez, c'est qu'en fait on est sur les marchés anticipent, donc on est sur du prospectif. Donc nous, une grosse partie de notre boulot aussi, c'est faire de la modélisation financière. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on arrive à projeter les résultats des sociétés qu'on couvre jusqu'en 2025. Bon. Et on s'appuie sur des modèles qu'on a constitués dans le passé avec des séries trimestrielles, et on a des points de référence dans le passé. C'est-à-dire que moi aujourd'hui sur AXA, avec la crise de 2008, je peux regarder globalement à combien sont tombées les marges sur UC en 2008. Bon, je ne dis pas que ça se reproduira, mais au moins ça donne, voilà, on a des trajectoires. Là, ce qu'on va avoir avec IFRS 17, c'est qu'on a une rupture totale de série. Donc on part de zéro. Il faut projeter. Alors évidemment, sur le cash, ça sera pas très difficile si la politique de distribution reste la même. Par contre, sur les résultats et sur le bilan, là, on part de zéro. Et on ne sait même pas si on aura une année de comparaison. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu léger pour faire de la modélisation. Une autre question ? Bon, vous utilisez naturellement donc les comptes pour apprécier les perspectives de telle ou telle compagnie d'assurance. Utilisez-vous les rapports SFCR par exemple? Alors, on a essayé. Mais on n'a pas réussi, on n'a pas trouvé. C'est-à-dire que là, la comparaison, c'est-à-dire que peut-on faire des rapports SFCR, c'est très compliqué. Il n'y a pas de, je dirais, de conclusion boursière ou de valorisation qu'on peut tirer des SFCR. C'est bien pour comprendre des splits de business, pour comparer au sein d'un marché local. Mais des comparaisons internationales, ça ne marche pas.
Bon. Mais je dirais que là, c'est pareil. C'est-à-dire que ça fait partie du postulat de départ, de dire, mais vous allez voir avec Solva 2, vous allez voir avec IFRS 17, vous allez tout avoir. On va être très transparent. Vous allez avoir tous les chiffres. Bon. C'est pareil, sur le dommage, les sociétés maintenant nous donnent les triangles. Allez, quand on leur pose des questions sur les réserves, ils nous disent attendez, on vous a donné les triangles, donc vous avez tout. Mais bon, voilà, faire des projections avec les 5 triangles agrégés worldwide sans retraitement, c'est sur des branches longues. On sait très bien que ça n'a pas fonctionné. Mais le postulat de départ, c'est de dire attendez, on vous a tout donné, donc à vous d'analyser, d'arriver avec vos conclusions. Donc les CFCR, c'était un peu pareil. C'est-à-dire que c'est réglementaire. Peut-être que vous arrivez à faire des analyses qui sont intéressantes pour vous benchmarker par rapport à vos concurrents locaux, par produit, d'un point de vue agrégé, d'un point de vue global. Moi, je n'ai pas commencé à m'amuser à compiler les CFCR d'Allianz avec les 25 sociétés européennes. Non, matériellement, je ne peux pas. Et en plus, je ne sais même pas si j'arriverai à avoir quelque chose de très conclusif sur le résultat. Honnêtement, SFCR, ça te donne des infos sur le bilan, mais ça ne te permet pas de savoir comment la valeur va être créée, comment le dividende futur va être créé. En revanche, tu as pas mal d'infos dans les rapports MCEV avec les analyses de mouvement et les sensibilités, qui te donnent un certain nombre d'informations sur la manière dont ça varie d'année en année. Alors, en fonction de l'évolution des marchés financiers ou telle hypothèse. Est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous avez réussi à rentrer, ou il va falloir inventer des analyses financiers 3.0, ou alors ne plus forcément faire appel à beaucoup d'actionnaires? Alors, premier point, il y a quand même plus beaucoup de sociétés qui vivent la MCIV. Je crois qu'il n'y a plus que CNP. Enfin, en côté, il n'y a plus que CNP. Oui, non, mais on est d'accord. Mais après, avec l'arrivée de... c'est quand même maintenant, c'est devenu vraiment, avec le passage en Solva 2, pour des groupes composites, pourquoi donner de la MCV sur la vie, alors que finalement, on est en bilan, globalement, et aussi pour le PNC, donc pour le dommage. Donc, voilà. Moi, je pense que je suis un des derniers analystes à faire une projection d'MCV sur CNP. Je crois que les autres ont abandonné. Parce que ça a quand même été très volatile dans le passé. Parce qu'il y a quand même pas mal de changements de modèle qu'on n'a pas toujours vu arriver. Que ça peut être aussi très volatile avec le mark-to-market. Et que donc, du coup... Oui, c'est un indicateur qui est intéressant, je dirais, sur la création de valeur. Maintenant, je dirais que là où le marché a arrêté de regarder la MSCI, c'est finalement quand on est passé en market consistent value en 2008. C'est que là, ce qui était vendu comme des valeurs de stock, on s'est rendu compte que du jour au lendemain, ça pouvait baisser de 70%. Et là, les investisseurs ont dit, mais alors là, ce truc-là, déjà, j'y comprends rien, c'est fait par la société, donc je ne peux pas vérifier les hypothèses. Et puis un truc, une valeur de stock qui baisse de 70%, write-off, terminé, je ne veux plus en parler. Et à partir de là, il y a eu énormément de problèmes, c'est-à-dire que ça a été communiqué par les sociétés, on l'a regardé, mais surtout finalement pour les indicateurs de new business. Bon, et finalement, après, effectivement, il y a eu la communication cash, mais finalement, comme indicateur de valorisation de la société, voilà. Alors peut-être que c'est toujours utilisé, oui, c'est toujours utilisé dans des transactions de portefeuille, mais en tout cas sur les marchés, c'est quand même moins utilisé. C'est simplement, tu demandais à quoi va ressembler l'IFRS 17. Alors, je te donnais une réponse simple. Alors merci Thomas. Est-ce que tu n'as pas compris et ce qui bouge beaucoup? Voilà. Alors exactement. Et je te remercie parce que c'est un peu ce qu'on craint finalement. C'est que quelque part on va être sur de l'EV earnings et que le mark-to-market va être très significatif. Et tu sais bien que les marchés n'aiment pas du tout être surpris par la volatilité. Et que si on projette 100 et que vous arrivez à 25
et que vous nous dites ah ouais mais les 75 d'écart ils sont complètement explicables parce qu'il y a non, ça va pas pouvoir marcher. Enfin, disons que il va y avoir ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Donc c'est ça que je crains, c'est que finalement on va avoir cet effet-là sans recul. Et forcément, je pense qu'il faut revenir aux basics. Quand on comprend pas, on n'investit pas. Donc oui, alors dans la série de ceux, il y en a qui ont essayé. Ça sera quand même peut-être moins pire parce que la définition du free operating cash flow sur MCV, c'était pas normé. On n'a pas vu au niveau du CFO Forum aussi les publications S2 normées, on n'a rien vu. Mais est-ce que, je ne sais pas si tu te rappelles, dans les années 90, il y avait un bancassureur d'une banque qui a été acheté par des agriculteurs qui publiait une communication financière qui disait grosso modo mon résultat c'est X% de mon encours plus X% de mon chiffre d'affaires, et c'était un bancassureur très, très épargne. Est-ce que ton travail avec les entreprises, c'est pas de travailler, si je peux dire, pour faire de la projection sur la prévoyance, sur l'épargne, de dessiner un petit modèle assez simple pour que tu arrives à te projeter et à aller vers quelque chose de plus opérationnel? Alors si, à partir du moment où la société publie cet indicateur-là, moi, en fait, nous, le problème, c'est que, encore une fois, le marché se projette, anticipe des chiffres, anticipe des indicateurs de primes, de résultats, de marge, de rentabilité. Bon. Il faut qu'on soit capable de projeter ces indicateurs. Pour dire à un moment donné aux investisseurs, aujourd'hui on est à 100, ça va passer à 120, donc projetez-vous sur ce 120. Voilà. Si moi je mets mon petit calcul en disant vous allez communiquer sur 120, mais moi je mets mon petit calcul en disant c'est 75,9, et ici c'est bien parce qu'on est passé à 77, mais que toi tu publies un autre indicateur, c'est pas ce que va regarder le marché. C'est pas moi qui fais le marché. Donc du coup, il faut que les investisseurs vont se caler sur les paramètres qui sont communiqués par la société. Il faut que ces indicateurs ils soient modélisables et projetables. Et c'est là où je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que moi, on va me dire en septembre 2022, mes IFRS 17, c'est ça. Et moi, je vais me retrouver devant mon modèle, mon spreadsheet, et il va falloir que je fasse modélisation 22, 23, 24. Et je peux vous dire que pour l'instant, je ne sais pas du tout ce que je vais mettre dans mes spreadsheets. Donc, aidez-nous. Merci beaucoup. Merci à vous.